Donc, bienvenue à tous pour cette seconde webconférence du sommet virtuel du climat, intitulée Comment mettre en place une stratégie bas carbone efficace en entreprise, animée par l'ADEME et Eco2 Initiative. Avec moi, j'ai aujourd'hui Édouard Fourdin et Fanny Floriot de l'ADEME, Mathieu Bertrand d'Eco2 Initiative, Laurent Bazin d'Axis Conseil et Stéphane Cotte de Swatech. Nous sommes ensemble donc pour une heure et demie. Avant de commencer, donc, quelques mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission de notre événement, à savoir permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Comme vous avez pu voir sur le programme, nous avons donc près de 50 webconférences, donc 30 webconférences sélectionnées par un comité d'experts et 20 ateliers proposés par nos exposants. Donc, n'hésitez pas à aller assister ou sélectionner donc, toutes les interventions qui vous semblent utiles à vous. Vous dire également que cet événement est initié et coordonné par l'APCC, dont je suis la présidente. Donc, je suis Fanny Pennet, présidente de l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et donc, cet événement, ce sommet virtuel du climat, est coporté par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, l'ABC, Association Bilan Carbone, et le CINOV, Fédération des entreprises du conseil et de l'ingénierie. Cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les nombreux soutiens de toutes nos parties prenantes. Et à ce titre, nous souhaitons remercier tous nos sponsors et partenaires sans qui cette aventure n'aurait pas été possible, mais aussi tous nos partenaires qui ont su relayer cet événement pour en faire part au plus grand nombre des acteurs. Enfin, nous avons eu à cœur de proposer un événement gratuit et accessible à tous. Néanmoins, si vous aussi vous souhaitez soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, je vous engage à nous soutenir sur notre site internet. Je vous remettrai le lien dans le chat tout à l'heure si nécessaire. Enfin, pour les aspects logistiques, vous avez accès à deux modules dans lesquels vous pouvez interagir avec nos intervenants. Donc, le module de questions-réponses, donc Q et R, donc les deux bulles en bas de votre écran, pour poser vos questions aux intervenants. Vous avez également accès à l'espace de discussion, donc plutôt le chat dans lequel vous pouvez échanger avec les participants ou avec tout le monde. Pour rappel, ce webinaire sera donc en replay courant décembre et l'ensemble de ces slides de ce webinaire seront disponibles également. Voilà pour les questions techniques. Simplement, vous êtes assez nombreux et donc on ne pourra pas non plus garantir que toutes les questions posées obtiendront une réponse pendant la session. Donc, néanmoins, vous avez la possibilité de contacter directement les intervenants a posteriori par mail ou directement sur la page organisation ou intervenants pour ceux qui ont choisi cette fonctionnalité. Voilà, il me semble que j'ai dit l'essentiel et je vais donc laisser la main à nos intervenants, en l'occurrence à Fanny Floriot de l'ADEME. Merci, bonne webconférence. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Fanny et bonjour à tous. Alors, je vais attendre que la présentation s'affiche. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec notre webconférence et donc la prochaine heure et demie à discuter ensemble sur comment mettre en place une stratégie bas carbone efficace en entreprise. Donc Fanny nous a déjà plus ou moins tous présentés, donc on ne va peut-être pas revenir sur nos intervenants. Nous sommes du coup 5 autour de la table aujourd'hui pour vous parler stratégie bas carbone. Globalement, comment va se dérouler cette présentation ? Du coup, si tu peux passer à la slide d'après. Ouais, super. Donc, je vais vous faire une rapide introduction pour recadrer un petit peu le contexte. Ensuite, je laisserai la parole à Mathieu et Stéphane pour nous parler bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, Édouard et Laurent prendront la main sur plutôt la construction de la stratégie bas carbone et son évaluation avec l'initiative du coup de l'ADEME, l'initiative ACT.
Et enfin, on conclura sur un petit peu tous les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME sur ces sujets pour passer à l'action. Comme vous le voyez, il y a 2 sessions de questions-réponses, donc une à la fin du bilan GES et puis une en fin de partie sur la stratégie bas carbone. Donc, n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, à les écrire au fil de l'eau. On pourra les compléter, mais en tout cas, voilà, on aura 2 temps d'échange prévus au fil de la présentation. Donc concrètement, pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi une entreprise doit aujourd'hui réfléchir à construire une stratégie bas carbone? Tout simplement pour contribuer à cet objectif dont on entend de plus en plus parler de neutralité carbone d'ici 2050. Les 2 textes fondamentaux qui fixent notre cap, donc bon, vous remarquerez que cette présentation a été écrite avant Glasgow. Mais donc du coup, les 2 textes fondamentaux, c'est l'accord de Paris au niveau international qui fixe le cap avec justement cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et au niveau français, nous avons notre stratégie nationale bas carbone. Ces 2 textes-là ont un même objectif, atteindre la neutralité d'ici 2050. Et ce qui veut dire, en tout cas en France, que c'est réduire par 6 nos émissions de gaz à effet de serre, en passant donc du coup de 450 millions de tonnes équivalent CO2 aujourd'hui à 80 millions de tonnes. Je vous ai remis ces chiffres-là vraiment pour avoir en tête, et notamment le graphique que vous avez à droite, pour vraiment garder en tête que quand on parle de réduire drastiquement nos émissions, ce n'est pas juste pour mettre entre guillemets des gros mots. Il faut vraiment qu'il y ait une réduction drastique, puisque déjà à l'échelle de la France, et pourtant on a un patrimoine forestier qui est quand même assez intéressant, on se rend bien compte sur le graphique que la courbe bleue ou la courbe verte, pour pouvoir les équilibrer, il n'y aura pas d'autre choix que de réduire drastiquement nos émissions qui sont représentées par la courbe bleue. Par contre, attention, l'objectif de neutralité carbone à l'échelle de la France, ça passe aussi par la réduction de son empreinte. Alors, je vois plusieurs personnes qui mentionnent que le son ne fonctionne pas. N'hésitez pas à m'arrêter si c'est le cas pour plus de monde que ça, histoire que je ne parle pas toute seule pendant l'introduction. Donc, bref, cet objectif de neutralité carbone, attention, on n'est pas uniquement sur les émissions directes. Il y a bien un objectif également dans la stratégie nationale bas carbone, d'avoir une réduction de notre empreinte carbone, puisque comme ça a été rappelé ce matin, l'objectif, ce n'est pas juste de délocaliser nos émissions et de faire fabriquer tous nos produits à l'extérieur de la France pour atteindre cet objectif, puisque cet objectif est bien mondial pour pouvoir limiter le réchauffement climatique. Donc concrètement, cet objectif, on a besoin de tout le monde, donc que ce soit les États, les entreprises, et notamment que chacun agisse sur ses émissions directes et indirectes, puisqu'on le sait, pour les entreprises, on a à peu près en moyenne 70% de l'empreinte carbone qui est liée aux émissions indirectes. Donc, ne regardez que vos émissions directes, ça va cacher vraiment la part la plus importante de vos émissions. Et donc, comment on fait pour s'attaquer à son empreinte carbone? Il y a un parcours assez classique que je pense la plupart d'entre vous commencent à connaître. La première étape, mesurer ses émissions. C'est ce que vont vous expliquer Mathieu et Stéphane. Ensuite, de construire sa stratégie bas carbone. Une fois qu'on sait où agir, voilà, on va commencer à construire sa stratégie, mettre en place son plan d'action, puisque faire une stratégie, c'est sympa, mais si on ne la met pas en place et qu'on ne la met pas en œuvre, ça va rester un document au fond d'un placard. Et du coup, in fine, évaluer sa stratégie pour savoir est-ce que finalement les actions qui ont été mises en place permettent d'atteindre les objectifs ou si finalement il faut rectifier le tir. Et évidemment, une boucle vertueuse d'amélioration continue comme on la connaît bien pour pouvoir mettre tout ça en place. Du coup, je vais laisser très rapidement la parole à Mathieu qui va revenir avec vous sur les grandes lignes du principe du bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Merci Fanny, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je vais vous présenter les principes de ces bilans. Edouard, si tu veux bien. Donc voilà, pour commencer, un bref rappel historique, mais pour se souvenir que ces questions de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas quelque chose qui vient d'émerger, puisqu'on voit sur cette diapositive que les réflexions ont commencé il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années avec des normes et des outils qui se sont mis en place dès cette époque-là. Donc, on pourrait parler, si je commence par le bas, du GHG Protocol, qui est un référentiel privé qui est utilisé par pas mal d'entreprises à l'international, qui a commencé à se développer, à se faire connaître à partir des années 2000. Le bilan carbone en France, qui est l'outil qui a été développé et diffusé par l'ADEME à partir de 2004. Et on voit que déjà, entre 2004 et 2011, c'était déjà 5000 bilans carbone qui avaient été réalisés à cette époque-là. Et toujours dans cette période, en
en 2006 la première norme internationale ISO 14064 et son d'application qui structure la façon de réaliser des bilans pour harmoniser les pratiques au niveau international. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'à cette époque-là, la norme ISO s'appuyait plutôt, était assez proche de la démarche GHG Protocol, alors que sa nouvelle version, révisée fin 2018, est assez proche de ce que proposait le bilan carbone. Et la réglementation française, elle, est toujours en harmonie, on va dire, avec la norme internationale ISO. On va voir comment ça a évolué sur ce qui est prévu comme évolution. Donc, derrière ces outils, on a vraiment deux idées. C'est l'idée à la fois de pouvoir témoigner de ces engagements, bien sûr, mais aussi et surtout d'aider à la décision et de pouvoir identifier où sont les grandes masses, où sont les émissions, pour identifier les leviers et mettre en place des plans d'action. Alors, petit point sur ces aspects réglementaires, c'est en 2010 qu'en France, on a une obligation réglementaire qui est prévue par la loi suite au rapport Havard. On va avoir une obligation réglementaire qui va s'imposer pour les entreprises et avec un bilan d'émissions de gaz à effet de serre à renouveler tous les 3 ans. Et puis, vous le voyez sur cette flèche du temps. Sur cette flèche du temps, on a une évolution de la loi qui, année après année, va apporter des nouveautés. Et en 2015, la loi transition énergétique sur la croissance verte va passer l'obligation réglementaire pour les entreprises à tous les 4 ans, mais elle va aussi ajouter une sanction qui n'existait pas préalablement, une sanction de 1 500 € en l'absence de réalisation des bilans et l'obligation de publier le bilan sur la plateforme de l'ADEME. Comme ça, depuis, tous les bilans sont centralisés sur un seul et même site. En 2019, la loi énergie-climat vient apporter un nouvel ensemble de modifications qui sont déjà en vigueur. Le plan d'action, qui était une synthèse d'actions au préalable, devient un plan de transition et avec, on le verra tout à l'heure, quelques nouveautés. Ce n'est pas juste un changement de vocabulaire, il y a vraiment un changement de niveau d'ambition quand on passe des plans d'action au plan de transition, on le verra. Les sanctions qui viennent s'élever, puisqu'elles étaient, je viens de vous le dire, à 1 500 €, qu'elles seront maintenant prévues à 10 000 € et 20 000 € en cas de récidive. Et puis, on va voir aussi des exonérations pour les entreprises qui sont soumises à déclaration de performance extra-financière ou pour les collectivités qui sont soumises à plan climat, air, énergie territoriale. Mais cette exonération, c'est parce que ces organisations-là sont d'ores et déjà obligées de faire ces bilans et de les publier dans le cadre de leur démarche. Et ce qui est prévu dans on va dire, semaines ou peut-être mois à venir, c'est un nouveau décret qui va venir préciser la façon d'appliquer la loi LEC et qui va aussi venir harmoniser la réglementation avec la norme ISO, avec des évolutions de périmètre et des évolutions de périmètre, on va le voir dans plusieurs dimensions, mais on va détailler ça dans un instant. Donc, l'exercice du bilan gaz à effet de serre, je pense que vous le savez tous, l'idée c'est de quantifier les émissions soit émises, soit captées dans l'atmosphère pour une année pour les activités d'une organisation, pouvant être une entreprise ou une collectivité ou une association. On va le voir, elle est identifiée par un sirène. Les émissions sont ordonnées selon des catégories qu'on appelle souvent des postes. Et on l'a dit, l'objectif de cette quantification, c'est de pouvoir identifier où sont les grandes masses d'émissions. Ça a deux intérêts. On a parlé de pouvoir faire un reporting et de pouvoir témoigner de ses actions, de pouvoir aussi, et je pense que c'est très important, renforcer sa résilience. On le sait, derrière le carbone, il peut y avoir une vulnérabilité pour les entreprises parce que derrière le carbone, il y a pour partie des consommations d'énergie, mais pas qu'au sein de l'organisation, aussi chez ses prestataires, chez ses fournisseurs, chez ses usagers, chez ses clients finaux. Et donc, il y a des émissions de carbone sur toute la chaîne de valeur. Et ce que va permettre cette vision globale sur un périmètre élargi, c'est non pas d'avoir seulement sa vulnérabilité à l'augmentation du prix de l'énergie. Il suffirait, pour faire une estimation, d'augmenter sa facture énergétique de 20% et on voit ce qui se passe si l'énergie coûte 20% plus cher. Mais qu'est-ce qui se passe si ce prix il augmente pour mes fournisseurs? Qu'est-ce qui se passe s'il augmente pour mes clients finaux et quel est l'impact que ça peut avoir pour moi? Et c'est là que vraiment on a un intérêt à regarder les choses de manière large avec les émissions directes et indirectes dont on parlait tout à l'heure. Donc on va regarder ça un peu plus précisément.
il va donc se poser la question des périmètres. Donc là, pour ceux d'entre vous qui connaissent la réglementation en cours, vous allez voir quelques évolutions qui sont à venir avec cette version 5 qui sera publiée prochainement. Donc, premièrement, on va parler de périmètre organisationnel. Il s'agit de définir l'organisation, les limites physiques de l'organisation dont on fait le bilan. Donc, on l'a dit, elle est identifiée par un sirène. Une organisation qui fait son bilan, elle est identifiée par un sirène et c'est une personne morale. Et elle peut être potentiellement composée de différents établissements qui sont identifiés par des sirettes. Et donc, les émissions, le périmètre organisationnel, c'est toutes les installations et équipements qui sont contrôlés par cette personne morale, donc par tous les établissements de cette personne morale. On peut les contrôler, soit parce qu'elles les utilisent, donc on parle de contrôle opérationnel, soit parce qu'elles leur appartiennent, et on parle de contrôle financier. Donc, on a deux approches qui sont possibles. Donc, juste, Mathieu, je me oui. permets de te couper parce qu'on a ton micro qui frotte sur le col de la chemise. Et donc, je suis désolé et tu fais bien de me prévenir. Merci. Périmètre organisationnel. Périmètre opérationnel, il s'agit de se dire quels sont les flux que je prends en compte, donc les postes ou les catégories, tout ça étant la même chose. Donc, pour ma personne morale, quels sont ces flux? Les flux de consommation d'énergie, les flux de déplacement, les flux de déchets, on va les voir, mais quels sont les flux? Ça, c'est le périmètre opérationnel. Et on a deux grandes catégories qui sont les émissions directes, qui sont la catégorie 1. C'est assez facile à comprendre, c'est ce qui est physiquement rattaché à mes équipements, à mes installations. C'est ce qui est sous la cloche. Si je mets mon organisation sous une cloche, que je mesure, si je pouvais mesurer pendant un an ce qui se passe sous cette cloche, ce sont des émissions directes. Les émissions indirectes, elles sont nécessaires à mon activité, mais elles sont en dehors de la cloche. Donc, les catégories 1, émissions directes. Émissions indirectes, elles sont indirectement rattachées à mon périmètre organisationnel. Elles sont en dehors de la cloche. Autrefois, on parlait des scopes 2 et 3, et vous allez voir que maintenant, on parle des catégories 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ça dans un instant. Et autre nouveauté, on parle maintenant aussi de périmètre de déclaration, c'est-à-dire que parmi ce périmètre opérationnel, on va choisir certaines catégories qu'on va publier. Et qu'est-ce qu'on va publier? On va publier les émissions directes de manière obligatoire et les émissions indirectes significatives. On va le voir dans un instant, c'est la possibilité d'exclure des émissions qui seraient non significatives, donc très faibles, mais on va voir ça dans un instant. Donc les postes. Les postes, on a ici à la fois présenté l'ancienne, ou celle qui est toujours en vigueur, avec les 3 scopes, et puis les 6 catégories, et on va pouvoir un peu regarder le lien. Les catégories, les scopes 1 et 2, ce sont les émissions directes sous la cloche, plus les émissions indirectes liées à l'énergie, c'est-à-dire mes consommations d'électricité ou de vapeur, de chaleur, si je suis connecté à un réseau de chaleur. Donc ça, c'est les anciens scopes 1 et 2 qui sont toujours les catégories 1 et 2 aujourd'hui. Ensuite, le scope 3 rassemblait la totalité des autres émissions indirectes. Ils sont maintenant séparés en différentes catégories. Donc, on va retrouver tout ce qui est déplacement, que ce soit les déplacements domicile-travail, les déplacements de visiteurs et bien sûr les déplacements professionnels. On va retrouver tout ce qui est lié aux produits achetés, les achats de biens, les achats de services, l'utilisation de sous-traitance. On va retrouver les impacts des produits vendus avec la distribution, le fret aval, l'utilisation des produits, la fin de vie des produits. On va retrouver les amortissements tous les biens amortissables, qu'ils soient meubles ou immeubles. Donc, on voit ici, à travers cette cartographie de flux, les différents postes des bilans GES, que vraiment, on s'intéresse de manière très large à ce que j'évoquais tout à l'heure, toute la chaîne de valeur. Et que ce qu'il y a sous la cloche, ou si on élargit un peu à nos consommations d'énergie, c'est une petite part de tout l'impact de l'activité. Mais ce n'est pas qu'une question d'impact, parce que la question, c'est bien sûr, il y a la contribution aux efforts planétaires et c'est essentiel, mais c'est aussi une question de vulnérabilité. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque s'il y a une augmentation du prix de l'énergie? Qu'est-ce qui se passe pour mes clients? Qu'est-ce qui se passe pour mes fournisseurs? Quel impact pour moi? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une taxe carbone à la frontière et que j'importe des produits chargés en carbone? Bon, donc il y a vraiment cette notion de vulnérabilité qui est essentielle en termes de stratégie d'entreprise dès qu'on élargit à un périmètre scope 3 qui ne passe pas juste à une question de responsabilité, mais vraiment à une question de stratégique pour l'organisation. Donc, dans ces émissions directes, je vous disais, on va pouvoir choisir de publier certaines émissions et d'exclure les non significatives. Alors,
petite précision, ça n'y est pas sur les diapositives, ça sera vrai pour les collectivités, les personnes de droit public de manière générale, ainsi que pour les entreprises soumises à déclaration de performance extra-financière. Donc, les entreprises qui ne sont pas soumises aux déclarations de performance extra-financière restent sur la notion de scope d'émissions directes et indirectes liées à l'énergie, scope 1 et 2 obligatoires, et les autres indirects recommandés. Pour celles qui sont au-dessus des seuils, nous sommes donc sur la possibilité, sur le principe, c'est la publication scope 3 avec possibilité d'exclure les émissions non significatives. Ça veut dire que ces émissions non significatives, l'organisation choisit un seuil de significativité qu'elle devra justifier et elle dit, par exemple, il n'y a pas de chiffre qui est fixé, mais je vous donne un exemple pour qu'on soit clair. Elle dit, je vais publier 90% de mon bilan et 10%, je l'exclus parce que ça sera des postes qui sont non significatifs, 3% ici, 2% ici, ils sont difficiles à calculer, ça ne change pas mon bilan, donc je ne les publie pas. Donc le seuil, le critère numéro 1, c'est le critère d'ampleur. Donc l'organisation choisit un niveau d'ampleur, un seuil de significativité, et elle peut exclure les postes qui sont en dessous. Au total, il faut que son bilan publié représente, par exemple, 90% dans mon exemple. Et ensuite, elle peut choisir de récupérer des postes qui auraient été exclus parce qu'elle considère qu'elle peut influer dessus et que finalement, c'est intéressant de les mettre, parce que c'est stratégique pour elle, parce que c'est une spécificité de son métier, parce que c'est des sous-traitants et que c'est intéressant de les réengager dans cette démarche, ou parce que c'est mobilisateur en interne. Donc, on peut récupérer des émissions qui auraient été exclues sur le critère d'ampleur, sur le critère quantitatif. Comment on fait? Donc ça, c'est un principe qui est connu. On peut soit faire de la mesure directe, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais ça reste possible. Voilà, quand on peut avoir une mesure directe des émissions, c'est autorisé dans son BGES de mettre une mesure directe. Le cas le plus fréquent, c'est de faire un calcul où on va collecter des données d'activité, combien je consomme de kilowattheures, de gaz, de fuel, d'électricité, combien j'achète de tonnes d'acier, etc. Donc mes données d'activité, que je multiplie par un facteur d'émission. Donc des facteurs d'émission qui sont dans la base carbone, qui est donc la quantité de carbone pour un kilowattheure ou pour une tonne d'acier, etc. Donc, on multiplie l'un par l'autre, on a un bilan. Ce qui, entre parenthèses, montre qu'on a deux façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Soit on réduit les quantités, soit on change les qualités. Donc, pour terminer sur cette présentation, insister sur une des choses importantes dans cette version 5 à venir du guide méthodologique d'application de la loi et des décrets sur les gaz à effet de serre, sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, c'est que l'objectif n'est vraiment pas de rester sur un reporting, mais d'aller vraiment vers l'action. Et le plan de transition, c'est donc maintenant la nécessité de fixer des niveaux d'objectifs, et il est recommandé d'ailleurs de fixer aussi des niveaux d'objectifs à 2030 et 2050, mais d'avoir des objectifs pour les 4 prochaines années pour les entreprises, 3 pour les collectivités, et de quantifier ces actions-là et d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vraiment un plan d'action structuré, c'est-à-dire avec quels sont les moyens mis en œuvre, quels sont les porteurs, quels sont les budgets, et d'avoir vraiment des outils de pilotage de ces actions-là. Donc, première chose. Deuxième chose, il y a une obligation, lorsqu'on fait un nouveau bilan, de pouvoir revenir sur ce qui a été fait sur les années précédentes et de dire quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre et quels ont été les résultats. Donc, il s'agit non seulement de s'engager sur des actions et sur un niveau d'objectif, mais aussi de pouvoir tous les 3 ans ou tous les 4 ans venir indiquer ce qui a été fait ou non. Donc, on est de plus en plus dans la transparence et dans l'action par rapport à ces sujets-là. Et deuxième et dernière chose peut-être là-dessus, c'est que avec ces notions d'émissions à 2030 et à 2050, on commence à se rapprocher d'une notion de trajectoire. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a une trajectoire au niveau national, on va en parler dans Acte, il y a vraiment des trajectoires aussi qui sont demandées, qui sont proposées. Les organisations sont invitées à réfléchir avec ces notions de trajectoire et vraiment de ne pas avoir un plan d'action juste qui partent sur quelles sont mes opportunités, mes atouts, mes faiblesses et qu'est-ce que je peux faire sur les 3-4 prochaines années. Mais comment ça m'entraîne sur la bonne trajectoire à 10 ans et pourquoi pas à 30 ans. Mais vraiment d'avoir cette notion
de continuité de l'action, et ce qui amène aussi à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour poursuivre l'action dans les 5-10 prochaines années, et pas juste des opérations one-shot où on fait un coup et puis hop, voilà, il y a vraiment une notion comme ça sur le moyen long terme. Voilà sur la présentation du BGS. Je laisse la parole à Stéphane Cotte de Soitec pour nous présenter des actions. Voilà, ils ont réalisé leur BGS, ils ont mis en place des stratégies, des actions, et donc je crois que c'est particulièrement intéressant d'avoir un exemple concret de ce qui peut se faire suite à ces BGS. Merci. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc déjà, je voudrais juste vous présenter en quelques mots Soitec. Donc on est concepteur et fabricant de matériaux semi-conducteurs, donc innovants. Donc ce sont des substrats, des galettes qui ressemblent un petit peu à des CD de silicium principalement, sur lesquels on vient graver puis découper les circuits des composants électroniques. Donc on est au cœur de la chaîne de valeur de la microélectronique. Donc, pourquoi nous, on a décidé de s'engager en faveur du climat? Tout d'abord, on avait déjà la démarche environnementale qui est vraiment dans notre ADN à Soitec depuis la création, tout d'abord par les produits. En fait, le brevet qu'on a déposé à l'origine permet un gain d'efficacité énergétique versus la concurrence et ce qui existait sur le marché. Et puis aussi sur nos sites de production, donc notre site principal de production qui est basé dans l'Isère à Bernin, est ISO 14000 depuis 20 ans et ISO 50001 depuis 2015. Donc il y a un peu plus d'un an, l'entreprise et la direction générale a souhaité qu'on s'engage dans une démarche bas carbone pour s'aligner avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc, mon équipe a été missionnée avec l'aide d'ailleurs d'Eco2 pour développer cette stratégie bas carbone. Donc, il faut juste rappeler le contexte à la fois du marché semi-conducteur que vous connaissez et de Soitec en particulier, donc qui est en très forte croissance. Il faut savoir que, par exemple, cette année, on prévoit de faire plus 40% d'augmentation de volume de production et de multiplier par 2,5 le chiffre d'affaires sous 5 ans. Donc, la question de la faisabilité de cette transition bas carbone a été posée et il fallait y répondre d'un point de vue scientifique, sachant que la volonté était présente. Donc, la démarche que l'on a engagée à Soitec était tout d'abord de faire un état zéro de nos émissions, donc, comme vient d'être présenté. Donc, on a fait un bilan de gaz à effet de serre, tout d'abord sous le format bilan carbone en 2019, puis en 2020. Et en 2020, en fait, on l'a adapté avec le référentiel GHG protocole. Donc, bien entendu, en incluant le scope 1, 2, mais aussi le scope 3, donc l'ensemble de nos émissions du groupe Soitec. Alors, pourquoi on est passé sur le GHG protocole? C'est qu'en parallèle, on a décidé pour acter cet objectif d'aller en direction des trajectoires imposées par l'accord de Paris, d'avoir un référentiel. Et le référentiel que l'on a choisi est le référentiel Science Based Target Initiative, qui est, comme son nom l'indique, basé sur la science. Donc, on évite les effets de greenwashing et puis fait plus ou moins plutôt consensus au niveau international, puisque c'est un référentiel qui a été créé par le CDP, un organisme de cotation extra-financière, par l'ONU et aussi par le WWF. Donc, ce groupement a créé ce référentiel sur lequel les entreprises peuvent s'engager jusqu'à présent vers 2 trajectoires, soit la trajectoire initiale de l'accord de Paris qui était une trajectoire inférieure à 2 degrés, soit une trajectoire plus ambitieuse qui est de limiter ses émissions à une trajectoire de 1,5 degré. Donc, une fois le choix de ce référentiel choisi, la direction générale, par son directeur général Paul Boudre, a signé une commitment letter. Et en parallèle, on a lancé des workshops pour identifier les différents leviers d'action. Donc, on a créé des work packages, un sur la performance industrielle. Donc, ça vient couvrir tout ce qui est consommation d'énergie, les émissions de gaz de procédés, mais aussi, donc ça on est plutôt sur le scope 1, 2, mais aussi sur le scope 3, la consommation de matériaux. Donc nous on est très gourmand bien sûr en tranches de silicium qu'on vient acheter, ou de chimie, ou la fabrication avec notre partenaire de production qui se trouve en Chine, Simgui. Donc ça c'était le premier workshop. On a fait bien entendu un workshop sur le fret, un workshop spécifique sur les achats, à la fois sur les matériaux, mais comme vous avez pu voir, il y a un poste
qui est un peu spécifique, qui s'appelle les investissements. Donc, quand on crée un nouveau bâtiment, quand on achète des nouveaux PC dans un site, on doit l'inclure dans le bilan des gaz à effet de serre. Et puis, le dernier poste qui s'appelle le poste de mobilité. Donc là où on a les déplacements domicile-travail et puis tout ce qui est déplacement professionnel. Je ne vous cache pas que ce poste, il représente environ 1% de nos émissions, mais on souhaitait le garder tout simplement parce que ça permet de mobiliser l'ensemble des salariés de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ces workshops, chaque leader métier responsable de ces activités a pu identifier les actions qui étaient envisageables, qui étaient réalistes et réalisables à court ou moyen terme. Et donc, on a développé des trajectoires de gaz à effet de serre en intégrant les éléments du business plan à 5 ans. Donc, nous, l'échelle de temps, c'est 5 ans. Si vous demandez à une entreprise la vision à 10 ou 20 ans, c'est quand même beaucoup plus difficile. Par contre, une vision à 5 ans est un exercice que l'on peut faire. Et donc, on a intégré les modèles d'évolution de production, les modèles d'innovation, et on a pu intégrer, donc, calculer les trajectoires. Donc, globalement, on a calculé 2 trajectoires. Une trajectoire qu'on appelle la trajectoire business as usual. C'est globalement, on ne fait rien, on fait comme les 20 dernières années, et on regarde où ça nous emmène. Et puis, une trajectoire incluant les actions, qui sont en général plutôt des actions qui viennent du terrain, et puis aussi les actions des vice-présidents de la direction. En disant, bon, OK, on a identifié que ça, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Donc là, on peut se mettre un objectif sur ce poste de baisser de 20%. Donc, on a modélisé donc, ces actions à travers des gains de gaz à effet de serre, et donc on les a intégrés dans notre fichier de trajectoire à 5 ans, et on a pu comparer par rapport aux attentes du référentiel SBT et de regarder à la fois pour la trajectoire des émissions directes et à la fois pour le scope 3, où ça allait nous emmener. Et est-ce que ça allait répondre aux critères d'acceptation du SBT pour répondre à l'accord de Paris. Donc ça, ce travail a été fait au printemps dernier, et sur avril, mai, juin de cette année, donc le comité exécutif du groupe a validé le chemin possible, et donc on a choisi la trajectoire la plus ambitieuse, donc la trajectoire 1,5 degré du référentiel SBT, Science Based Target, pour quantifier et acter notre volonté sur la trajectoire climatique. Donc, depuis, où est-ce qu'on en est? On a déposé notre dossier auprès du SBT, donc en précisant les calculs pour chaque poste et les trajectoires reconnues. Donc là, globalement, on vise une trajectoire à année civile 2026 par rapport à une année référence 2020. Et on a eu le bonheur d'avoir la validation de ces objectifs par le SBT il y a quelques semaines. Et donc, on va maintenant engager les plans d'action. Alors, on n'a pas attendu l'accord du SBT pour engager un certain nombre de plans d'action. Donc, pour vous donner quelques idées, donc, à la fois sur les émissions directes, alors ce qui est important, c'est de travailler sur l'efficacité énergétique. Donc, notre site français est certifié ISO 50001. On engage l'action miroir de certification pour notre site de Singapour qui, même s'il consomme moins que le site français, finalement, se retrouve vraiment en première ligne sur ces émissions directes parce que l'énergie à Singapour est bien plus carbonée qu'en France. Et donc, au final, le mégawattheure est beaucoup plus coûteux d'un point de vue carbone à Singapour par rapport à notre site français. Donc là-bas, chaque mégawattheure gagné sera doublement plus payant par rapport à ce qui peut être fait en France. On a aussi prévu d'installer une centrale photovoltaïque sur notre site de Singapour, et on a souscrit un contrat d'origine 100% renouvelable pour notre site français, et on a une action miroir de recherche pour le site de Singapour. Et puis, sur les émissions indirectes, ce que je peux aussi vous citer, c'est qu'on a pu déjà influer sur le fret entre les deux sites, où on a pu transférer une grande partie du fret qui était fait en aérien sur du maritime. Alors, bien sûr, ça nécessite de l'anticipation de l'organisation, mais là, on en est à 62% du fret qui est maintenant par bateau entre nos sites français et notre site à Singapour, alors qu'avant, on était à 100% sur de l'aérien. On a aussi imposé un choix fort et qui a un certain coût sur notre nouveau bâtiment, on va dire,
de notre siège à Bernin, qui est labellisé HQE Excellent avec un label Énergie 2 Carbone 1. Et puis, le point important que je voulais mentionner, c'est que là, on s'engage sur 5 ou 6 ans. Donc, les plans d'action, il va falloir les suivre, les piloter, les animer, les faire vivre pendant un temps long. Donc, c'est important, et là, on est encore en phase de finalisation, mais de mettre en place une gouvernance, à la fois pour suivre les budgets qu'on peut allouer, les budgets nécessaires, les actions et les bénéfices. Donc, par workstream d'émissions, on va suivre. On a des pilotes qui sont globalement les services et les départements qui sont émetteurs de ces gaz à effet de serre auront des objectifs de résultats et donc devront remonter les actions qui sont nécessaires pour suivre la trajectoire. Et on les consolidera dans un outil unique de reporting qui permettra de consolider à la fois les coûts et les bénéfices liés à cette stratégie bas carbone. Mais il y a cette notion de temps long, donc la gouvernance est importante à mettre en place dès le début. Donc voilà un petit peu ce que l'on a fait. Si je pouvais dire en termes de conclusion, donc une trajectoire bas carbone, elle est compatible avec les accords de Paris. Donc c'est possible, y compris pour une entreprise en forte croissance comme la nôtre. Bien sûr, il faut qu'il y ait une réelle volonté de la direction, mais comme vous le savez peut-être, pour toutes ces entreprises qui commencent à être assez grosses, la pression des organismes financiers fait que ça encourage aussi à aller dans cette direction. Surtout quand on a besoin d'investissement, pour accéder à un certain nombre d'investissements, il faut aussi montrer notre volonté et nos résultats en matière de démarche climat. Donc, les conditions de la réussite, et là on est au début du chemin, c'est une approche structurée, connaître ses leviers d'amélioration via un bilan carbone complet, et puis vous avez pu le comprendre, engager l'ensemble des acteurs et les rendre honneurs, responsables des émissions. Finalement, c'est les acteurs du terrain et les divisions, les départements qui émettent les gaz à effet de serre qui sont les plus à même à trouver les idées pour améliorer et réduire les émissions. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le scope 3, en amont, on vient toquer à la porte de nos fournisseurs et en aval de nos clients. Et je trouve qu'il y a un effet d'entraînement qui est très intéressant. C'est que pour réussir le scope 3, il faut le réussir avec les personnes qui sont en amont et en aval. Si eux ne bougent pas, on aura du mal à influencer et à réduire suffisamment les émissions scope 3. Mais si chaque entreprise réduit déjà ses émissions directes, on va tous collectivement atteindre nos émissions indirectes. Donc voilà pour mon témoignage. Merci beaucoup Stéphane, merci Mathieu. Alors pour pas qu'on dérape trop au niveau du timing, on ne va pas forcément pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'on a pas mal de questions qui ont été posées. J'ai commencé à répondre à quelques-unes par écrit et on continuera également. Mais peut-être du coup, j'ai quand même repéré quelques questions qui risquent d'être un peu longues à écrit. Donc du coup, je vais me permettre de les poser à l'oral. Donc les premières pour Mathieu, quelle différence entre le GHG protocole et le bilan carbone ? En 2 minutes, top chrono. Alors, je vais prendre moins de 2 minutes. Déjà, il y a une différence historique. On part pas on l'a vu tout à l'heure, il y en a un qui a une démarche qui à l'origine est portée par l'ADEME en France, l'autre qui est porté par c'est un référentiel privé et qui a plus une portée internationale. On va trouver des différences, on va dire dans la philosophie de fond, on est quand même sur une logique de comptabilité carbone avec des postes et on est globalement sur quelque chose qui, vu de loin, se ressemble beaucoup. Quand on commence à regarder de manière un peu plus proche, on va voir que dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le périmètre opérationnel, les flux, ça va être découpé autrement. On n'a pas forcément les mêmes choix de regrouper ensemble les mêmes flux. Et si on regarde de manière encore plus fine, à l'intérieur de certains flux, comme les amortissements, on a des méthodologies différentes. Le bilan carbone choisit d'amortir les flux liés à la fabrication d'un bâtiment ou à tous les biens amortissables, alors que le GHG protocole va choisir de les attribuer tous à l'année de fabrication. Mais vous voyez, on est dans la nuance technique. Sinon, pour l'ensemble, on est quand même sur des démarches qui se sont faites parallèlement, mais dans des logiques qui sont compatibles, on va dire, en regardant de manière fine. Alors, si je peux donner juste un petit complément, nous, à Soitec, ça a impacté énormément le poste
sur les investissements, où en fait, on était sur une logique d'amortissement, donc qui était donc le bilan, l'impact carbone était lissé sur la durée de l'amortissement, avec une notion du montant annuel, du montant de l'investissement concerné. Donc, si on achète un équipement, c'est à l'année de la mise en service où on vient prendre la totalité des émissions carbone. Donc, ça a quand même changé sur ce poste-là de façon assez importante quand on est passé de bilan carbone au GHG protocole. Merci à tous les deux. Plusieurs questions, Mathieu, sur la significativité. Alors, un petit peu dans les deux extrêmes, à savoir, tu as mentionné un pourcentage de 90% d'émissions indirectes significatives à prendre en compte. Est-ce que ce 90%, c'est vraiment le seuil qu'il faut prendre ou c'est juste un exemple, ou comment justement se fixer ce seuil-là? Est-ce que c'est une bonne pratique ou non? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des seuils qui sont fixés pour déterminer que des émissions ne sont pas significatives? Alors, très clairement, j'ai pris un exemple que j'ai choisi haut, mais c'est un exemple. Clairement, il n'est pas prévu d'avoir un seuil de significativité qui soit fixé et imposé. Ce qui est prévu, en revanche, c'est que ce seuil soit publié. Donc, l'entreprise ou l'organisation va choisir un seuil et va l'assumer. Elle va dire, moi, j'ai choisi un seuil de significativité de 90%, de 95%, ou même si on part à l'extrême, ou de 60%. Chacun décidera de ce qu'il en pense. Et donc, si elle fait ce choix-là, elle publie en disant « Je fais le choix de publier un bilan dont la seuil de significativité est 60%. » Donc, c'est conforme à la norme ISO actuelle et c'est conforme à ce qui est prévu dans le futur décret. Pour autant, c'est transparent, c'est dit et c'est à l'entreprise de l'assumer. Merci Mathieu. Stéphane, on a eu plusieurs questions autour de la sensibilisation des collaborateurs. Du coup, quelles ont été les actions qui ont pu être faites en termes de sensibilisation? Est-ce qu'il y a eu également de la formation qui a été faite autour de ce nouveau métier? Ou est-ce que finalement, il y a besoin d'un consultant où tout peut être fait en interne? Enfin voilà, un petit peu des questions autour de la sensibilisation et de la formation des collaborateurs sur la compta carbone. Alors on a encore beaucoup de choses à faire au niveau des salariés, hein. On est plutôt au niveau du début de la démarche. Donc, je dirais qu'on avait déjà pas mal de formations sur le domaine du management de l'énergie qui étaient adressées à l'ensemble des collaborateurs. Ce qui nous a été utile, c'est surtout de sensibiliser et de former les acteurs en charge de créer des actions pour définir le champ du possible et donc s'assurer que cette trajectoire bas carbone était compatible. Souvent, on a des idées, mais en fait, ça vient pas forcément taper au bon endroit. Donc, en particulier sur le scope 1 et 2, qui est vraiment le point le plus ambitieux, le plus difficile, les acteurs avaient tendance à identifier des actions qui allaient plutôt taper dans le scope 3. Donc là, on avait besoin du consultant pour dire, non, là, cette action n'aura aucun impact sur ce poste-là. Par contre, ça en aura d'autres. Par exemple, dans les achats, on commençait à dire, à mettre le portefeuille achat, commencer à trouver des actions sur les économies d'énergie, de l'éclairage. A dit non, vous, c'est plutôt le type d'achat quand on va acheter des plaques de silicium. Est-ce qu'on peut avoir des plaques avec un plus faible bilan carbone, ce genre de choses. Merci beaucoup. Et on a eu pas mal de questions, alors qui se recoupent un peu les unes aux autres, mais sur finalement comment on arrive à se fixer des objectifs quand on est dans une entreprise en croissance. Donc finalement un peu le lien entre réduction des émissions et économie. Et notamment, il y a eu pas mal de questions à savoir finalement les objectifs là que vous vous êtes fixés côté SBT. Est-ce qu'on est sur des objectifs en absolu ou du coup en relatif par rapport à des objectifs, notamment dès qu'on parle scope 3 en tonnes de CO2 par chiffre d'affaires? C'est une très bonne question. Je dirais que la démarche carbone, elle favorise les mauvais élèves. C'est-à-dire qu'un mauvais élève qui part de loin, ça va être beaucoup plus simple d'atteindre une trajectoire de l'accord de Paris, parce que les leviers d'action vont être beaucoup plus importants. Nous, étant donné qu'on avait déjà une très forte efficacité énergétique, en particulier sur notre site français, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que ça rajoute un challenge, hein. La croissance, je ne vous cache pas que ça rajoute un challenge et ça réduit aussi. Donc, pour répondre à la deuxième question,
sur nos émissions directes, on n'a pas le choix, il faut que ça soit de la réduction valeur absolue. Donc, quel que soit l'objectif de croissance, qu'on fasse x2, x3, il faudra qu'on réduise nos émissions directes et je pense qu'à l'échelle de la planète, c'est ce qui est attendu. Sur le scope 3, donc le référentiel SBT offre le choix dans 3 paramètres et par rapport au business plan que l'on avait, on a pu choisir le paramètre qui a un indicateur d'efficacité sur les émissions indirectes. Donc sur le scope 3, c'est du relatif. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'on n'a pas le temps. N'hésitez pas à regarder du coup les questions dans le QR et à répondre par écrit, Mathieu et Stéphane, si jamais vous avez. Ça. Ouais. Et puis du coup, je laisse la main à Édouard et Laurent avec du coup une question qui est revenue à plusieurs reprises, mais à laquelle je sais que Édouard va répondre. Quelle différence entre ACT et SBT? Voilà, la parole est à toi. Super, merci Fanny, et puis merci du coup à Mathieu et à Stéphane pour cette présentation sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Moi, je vais prendre du coup le relais effectivement sur comment, après avoir fait cet exercice-là, comment construire sa stratégie bas carbone et évaluer ses progrès et l'ambition de sa stratégie grâce à l'initiative ACT. Et bien sûr, du coup, je positionnerai l'initiative ACT par rapport à l'initiative SBT. C'est bien prévu, il n'y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce que l'initiative ACT? Donc ACT, c'est Assessing Low Carbon Transition. C'est né en fait au moment de la COP 21, donc à Paris en 2015, pour vraiment travailler sur la question de la stratégie de transition bas carbone et de l'alignement de stratégie avec les trajectoires de transition bas carbone et, autrement dit, comment une entreprise peut contribuer à l'atteinte des objectifs d'atténuation de cet accord de Paris. Donc du coup, c'est une initiative qui est internationale, hein, qui est portée, qui est développée par l'ADEME et par le CDP, et qu'on a inscrite en fait à l'agenda de l'action portée par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et l'idée en fait, c'est voilà, de donner l'assurance que les entreprises qui se fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre les atteignent bien à la fin. En s'intéressant du coup aussi au plan de transition. C'est justement une valeur ajoutée de ACT, et c'est là la complémentarité par rapport à SBT, c'est que cette initiative s'intéresse bien sûr aux objectifs de transition bas carbone et s'ils sont alignés avec les trajectoires de transition bas carbone, et derrière vérifier aussi que le plan d'action, le plan de transition et le plan d'action permettront d'atteindre ces objectifs. Donc c'est vraiment là la force et la valeur ajoutée de ACT par rapport à SBT. Et donc du coup, on a deux approches dans l'initiative. Si on prend un peu le parcours de transition bas carbone que Fanny a présenté tout à l'heure, donc il y a la partie quantification des émissions de gaz à effet de serre qui intervient dans un premier temps, et ACT ensuite intervient pour soit élaborer une stratégie de décarbonation avec ACT pas à pas, soit du coup évaluer sa stratégie, l'alignement de sa stratégie avec les trajectoires de transition bas carbone, et ça c'est le volet du coup ACT évaluation. Et l'idée c'est de vraiment, de l'initiative de ACT, hein, voilà, c'est de fournir aux entreprises des méthodes et des outils pour travailler sur cette question de la stratégie de transition bas carbone et l'alignement de la stratégie avec les trajectoires bas carbone pour les différents secteurs d'activité. Et on est surtout sur une initiative qui est financée donc par l'ADEME, mais également au niveau européen par LIFE et par le réseau EIT Climatic. Et vu qu'on a des travaux aussi au Brésil et au Mexique, on est en partie financé par le Fonds français pour l'environnement mondial. Actuellement, c'est à peu près 450 entreprises qui sont engagées dans l'initiative. Alors quand je dis engagées, c'est large, hein, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui s'engagent avec nous dans le développement des méthodes ACT, des entreprises qui participent à des expérimentations, mais des entreprises qui s'engagent aussi de manière volontaire. Et pour faire un focus sur la France, on a une centaine d'entreprises qui se sont engagées volontairement dans l'initiative ACT. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et détailler un petit peu plus les deux volets, avant du coup de vraiment parler de la construction de la stratégie ou de d'évaluation de la stratégie, qu'est-ce qu'une définition d'une stratégie de transition bas carbone pour l'initiative ACT? Pour nous, c'est 9 composantes en fait, qu'on va reprendre du coup dans 9 modules dans ACT. La première composante, ce sont les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que l'entreprise a des objectifs et est-ce qu'ils sont alignés avec les trajectoires de transition bas carbone? Là, on retrouve du coup quelque chose de très similaire par rapport à Science Based Targets Initiative. Ensuite, on va regarder l'ensemble des actions
mises en œuvre par l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Donc, par exemple, les investissements matériels, les investissements dans le parc de production, est-ce que ces investissements-là permettent de manière effective de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Pareil pour l'investissement immatériel. Là, ce sont les dépenses en recherche et développement sur la transition bas carbone. On va regarder aussi plus là sur les émissions indirectes, si la performance des produits vendus et l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de ces produits permettent effectivement de réduire les émissions de l'entreprise. Et puis de manière plus qualitative, on va regarder comment l'entreprise manage cette transition bas carbone en interne, comment elle travaille sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, donc avec ses fournisseurs, mais également avec ses clients, comment elle s'engage publiquement sur le sujet, et est-ce qu'elle réfléchit à des nouveaux business models qui lui permettront d'être compatibles, enfin rentables plutôt, dans une économie bas carbone. Pour nous, c'est vraiment ces 9 modules qui, de manière très synthétique, correspondent à des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et 2, un plan de transition et un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Et donc, du coup, on a 2 volets dans l'initiative qui utilisent ce tronc commun. C'est l'initiative Acte pas à pas, qui vise à développer une stratégie de décarbonation avec un plan de transition associé et à la mise en œuvre de ce plan de transition. Et là, on va cibler des entreprises un peu plus débutantes qui sortent en fait d'un exercice de bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, on propose une méthodologie en 5 étapes, en faisant un diagnostic initial de la maturité, en travaillant de manière un peu plus approfondie sur les challenges et sur les enjeux pour l'entreprise, en travaillant sur sa vision en termes de décarbonation, et en développant du coup sa stratégie, ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et son plan d'action en 5e étape, et la mise en œuvre de ce plan d'action. Et pour ça, du coup, on a 4 outils qui existent. Donc, c'est une boîte à outils en fait pour travailler sur cette construction d'une stratégie de décarbonation. Et on a aussi un système de reconnaissance qui est possible pour reconnaître, valider le progrès réalisé sur ces travaux-là. Je ne vais pas le détailler. Il y a une conférence, une webconf juste après à 16h avec notre collègue Lisa Bertrand qui vraiment détaille cette approche acte pas à pas. Donc, je vais m'arrêter là pour acte pas à pas aujourd'hui, et je vais du coup me focaliser sur acte évaluation qui là du coup est la dernière étape d'un parcours de transition bas carbone. Et là, l'objectif, c'est d'évaluer l'alignement de la stratégie de l'entreprise au regard de l'objectif de décarbonation de l'accord de Paris. Et donc, on va cibler des entreprises qui sont un petit peu plus matures et qui ont en tout cas une stratégie et un plan de transition. Sur cette initiative ACT et la partie évaluation en particulier, comment ça se passe? Donc, on a 5 questions qui guident l'évaluation ACT. La première, c'est est-ce que l'entreprise a des objectifs et quels sont-ils? Ensuite, la deuxième question, c'est le plan de transition, comment l'entreprise compte atteindre ses objectifs. La troisième question, c'est sur les aspects, on va dire, présents, actuels. Est-ce que l'entreprise a des actions actuellement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Il y a une question aussi sur le volet héritage passé. Donc, quel est l'historique récent des actions de l'entreprise et est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble entre ces actions et ces objectifs? Donc, avec ces 5 questions, on essaie de capter la dynamique de l'entreprise sur la question de la transition bas carbone. Et donc, du coup, l'exercice acte évaluation, c'est du coup, ça se reflète avec une note, une note d'ensemble composée de trois éléments. La première, c'est la note de performance entre 0 et 20. Donc, plus la note se rapproche de 20, plus vous avez une stratégie de transition bas carbone qui est alignée avec l'accord de Paris. Et là, du coup, pour quantifier cette note-là, pour évaluer cette note-là, on va du coup regarder l'ensemble des 9 modules que j'ai détaillés juste avant. Il y a une note d'évaluation, donc entre A et E, qui va du coup être une note fournie par un évaluateur qui va apporter son regard sur la stratégie de décarbonation de l'entreprise en regardant le modèle économique de l'entreprise, sa stratégie, ses risques business à transitionner ou à ne pas transitionner, s'il y a des problèmes de réputation et s'il y a une cohérence, une crédibilité de la démarche dans son ensemble. Et donc, ça vient en fait conforter ou nuancer la note de performance. Et puis, il y a une note de tendance. La note de tendance, c'est capter justement cette tendance de l'entreprise, cette dynamique de l'entreprise. Soit on est plutôt sur une dynamique positive, soit une dynamique négative ou une dynamique plutôt stable. Donc, c'est voilà, l'évaluation ACT apporte des éléments sur ces trois composantes et vient du coup mesurer la performance et l'ambition de votre stratégie de transition bas carbone à l'échelle de l'entreprise.
De manière un petit peu plus détaillée, on a du coup 9 modules et du coup une entreprise qui fait une évaluation acte bénéficie donc de sa note, mais également d'une note plus détaillée par module. C'est ici l'exemple d'une entreprise complètement fictive. On a décomposé du coup la note acte par module de la stratégie de transition bas carbone. Et voilà, c'est un exemple de diagramme où la hauteur en fait du diagramme représente la note obtenue pour le module en question, et la largeur en fait de l'histogramme représente du coup la pondération dans la note finale, puisque selon les secteurs d'activité, on va avoir des enjeux et des leviers qui vont être différents, qui vont être spécifiques pour chaque secteur. Et donc, du coup, on a des pondérations qui sont différentes. Et donc, on voit tout de suite, là, sans rentrer dans le détail de cette entreprise-là en particulier, mais on voit tout de suite les points forts, mais aussi les points d'amélioration d'une stratégie de transition bas carbone. Là, clairement, c'est une entreprise où, sur la R&D et sur la performance du produit vendu, il y a des choses, mais ce n'est pas suffisant et il faut progresser, du coup, sur ces étapes-là, sur ces modules-là. Qu'est-ce qu'on utilise comme concept du coup de notation dans Acte Évaluation? Pour rentrer encore un petit peu plus dans le détail, on va utiliser 4 concepts, 3 concepts quantitatifs et un concept qualitatif. Le premier, c'est l'analyse d'écart. Là, on va déterminer l'écart à un instant T, à une date déterminée, entre la performance ou l'objectif de l'entreprise en termes d'émissions de gaz à effet de serre et le niveau de performance attendu. Et donc, ça permet d'évaluer le niveau d'effort restant à mener par l'entreprise. Là, on est très, par exemple, si on prend les objectifs, c'est très similaire à ce que fait l'initiative SBT. Le deuxième concept qu'on va utiliser, c'est l'analyse de tendance. Là, on va du coup comparer des vitesses. On va comparer les vitesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre, passées et présentes, avec ce que l'entreprise est censée faire en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre si elle veut contribuer et converger avec la trajectoire de transition bas carbone au niveau du secteur. Et donc, on va regarder s'il y a un écart entre la vitesse réelle et la vitesse qui est attendue en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le troisième concept quantitatif qu'on va utiliser, c'est les émissions verrouillées, puisque quand on a, par exemple, des enjeux sur des émissions directes liées à des actifs, quand on investit dans des actifs, on n'investit pas pour 1 an ou pour 2 ans. On va investir sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et en fait, ces actifs-là vont générer des émissions de gaz à effet de serre pendant toute leur durée de vie. Et donc là, l'idée de cette approche-là, c'est de faire la somme de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre verrouillées liées à l'ensemble de ces actifs et de voir ce que ça donne en valeur absolue et de comparer ça du coup au budget carbone de l'entreprise sur la même période. Donc soit on va être au-dessus, soit en dessous du budget carbone. Mais l'idée, c'est d'avoir une vigilance aussi sur les investissements qu'on fait, puisque ces investissements font conditionner les émissions de gaz à effet de serre pour les années suivantes. Et puis, le dernier concept qu'on utilise, c'est la matrice de maturité. Là, c'est beaucoup plus qualitatif. On vient positionner l'entreprise sur 5 niveaux de maturité, du niveau basique jusqu'au niveau aligné bas carbone, en passant par un niveau standard avancé et avancé de manière un peu plus approfondie. Donc voilà, c'est un peu les concepts qu'on utilise, soit très quantitatifs, soit très qualitatifs, pour arriver à la note de performance telle que je l'ai décrite tout à l'heure. Quel secteur on couvre au niveau de l'initiative ACT? Donc, on s'est focalisé dans un premier temps sur les secteurs émetteurs. Donc, on a développé des méthodes sectorielles pour les secteurs par exemple, de la production d'électricité, du commerce, du bâtiment, de la construction automobile, du transport, du pétrole, etc. Donc vraiment les secteurs un peu émetteurs, enfin très émetteurs, pas un peu, très émetteurs. Et on a aussi développé une approche générique qui vise à évaluer la stratégie de transition bas carbone d'une entreprise qui n'appartient pas à ces secteurs, qui ne bénéficie pas d'une approche sectorielle, mais qui permet quand même de faire l'exercice en se focalisant du coup sur les bonnes trajectoires, les bons enjeux et les bons leviers. On est en train de finaliser du coup la méthodologie pour les secteurs fer et fonte et acier, ainsi que agriculture et agroalimentaire. Et là, du coup, on lance les expérimentations pour la dernière vague de secteurs, le verre, la chimie, le papier carton et l'aluminium. Ça sera prêt au printemps, T2, deuxième trimestre 2022. Et on lancera également en 2022 une approche ACT, le développement d'une approche ACT pour le secteur de la finance.
Voilà sur l'initiative ACT. Donc, encore une fois, ACT Pas à Pas sera développé juste après à 16 h. Donc, je vous invite à participer à cette webconf et un focus du coup sur l'initiative ACT Évaluation pour travailler, évaluer les stratégies de transition bas carbone et l'alignement avec l'accord de Paris. Un dernier point avant de passer à un témoignage, pour accompagner les entreprises françaises qui s'engagent dans cette démarche, on a mis en place le programme volontaire français qui se structure autour de 3 axes. Le premier, c'est le soutien financier. Donc, on accompagne financièrement les entreprises qui s'engagent volontairement dans ACT, que ce soit sur ACT Pas à Pas ou ACT Évaluation. On reviendra un peu plus dans le détail juste après à la fin de la webconf. L'idée, c'est d'apporter aussi un support technique en proposant des formations sur l'initiative ACT pour les entreprises, mais également pour les consultants, et de mettre à disposition des entreprises, donc des consultants formés. Et puis, la troisième composante du programme volontaire, c'est l'animation de ce programme volontaire, avec un comité de gouvernance qui réunit 6 collèges, des représentants de pouvoir public, des acteurs de la finance, des représentants d'entreprises, des ONG, des représentants d'associations et de bureaux d'études et des académiques pour progresser et déployer plus massivement du coup l'initiative ACT en France, et on va lancer en 2022 du coup renforcer en tout cas la notion de communauté des utilisateurs en proposant une animation qui soit beaucoup plus importante avec des webinaires notamment, mais pas que. Et ça, c'est ce qui nous attend pour 2022. Vous avez tous les détails sur le site de l'initiative ACT, actinitiative.org/fr pour la partie et la déclinaison française. Et ce que je voudrais maintenant vous proposer, c'est le témoignage du coup de Laurent Bazin, donc qui effectivement travaille pour Axis Expert Conseil, mais qui représente aujourd'hui les dirigeants responsables de l'Ouest. Donc bonjour Laurent. Bonjour Edouard. Merci du coup ta participation. J'avais quelques questions à te poser moi sur les dirigeants responsables de l'Ouest. La première, déjà, est-ce que tu peux nous présenter brièvement cette association et ses valeurs et du coup les missions liées à cette association? Oui, bien volontiers. Alors en fait, moi-même, je suis dirigeant d'entreprise, comme tu l'as précisé. DRO a été fondé en 2010 par des dirigeants. On verra tout à l'heure les ambitions et les enjeux, mais aujourd'hui, c'est à peu près 220 entreprises sur 4 territoires dans l'ouest de la France, et ça représente à peu près 110 000 salariés. Et en fait, l'ambition de DRO face à l'urgence environnementale et sociale, c'est de mobiliser, d'expérimenter, de transformer les entreprises pour contribuer à un futur désirable, avec comme raison d'être, et c'est sa raison d'être depuis la création, c'est vraiment de mettre la RSE dans toute sa globalité, dans toute sa performance, au sein de la stratégie des entreprises. Et je pense que les sujets qu'on évoque ici, évidemment, rentrent complètement dans cette dynamique-là. Alors, DRO, aujourd'hui, c'est 5 missions, c'est 15 engagements très, très concrets qui sont issus d'un projet stratégique qui a été réécrit en 2019 à la suite de rencontres avec des experts et un certain nombre d'économistes. Et l'objectif était dans ces 5 missions, d'abord d'expérimenter des solutions nouvelles et surtout collaboratives. On a parlé beaucoup de collectifs tout à l'heure et c'était surtout ce qui nous a animés. Évidemment, ce qu'on discute là sur ACT Pas à Pas ou sur ACT est bien sûr un des objectifs de cette expérimentation, la coopération. Je voudrais juste donner un exemple, le travail partagé où chaque dirigeant met à disposition un bureau dans ses locaux pour permettre à des collaborateurs d'autres entreprises de pouvoir faire du télétravail en dehors du domicile personnel, accompagner nos membres dans leur engagement et ce grâce à des ateliers et des conférences et des plénières que l'on organise. Et puis, les 2 dernières missions, c'est d'influencer. Et en fait, dans nos travaux, on engage l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collectivités, la région, le département, évidemment les agglomérations, enfin les communautés de communes, mais aussi l'ensemble des associations, des grands groupes, des petites entreprises, enfin quelle que soit la taille et le métier représenté. Et enfin, inspirer, parce que, comme on l'a aussi dit tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est entraîner avec nous à la fois bien sûr nos parties prenantes, mais aussi nos collaborateurs et les générations qui nous arrivent et
et qui ont besoin aussi là d'être inspirés dans le sens qu'on donne à leur métier et à nos entreprises. Merci Laurent. Donc là, du coup, vous travaillez aussi particulièrement sur le sujet climatique. Vous avez défini un objectif collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet objectif? Comment vous l'avez construit? Quel est-il? Comment vous l'avez construit? Et aussi comment vous organisez pour travailler ensemble sur ce sujet? Je crois que vous avez mis en place des chantiers, c'est ça? Oui, alors en fait, ce qui s'est passé en 2019, je le disais, donc on a effectivement, suite à pas mal de rencontres, on a eu nos universités de l'économie responsable et ces universités ont permis de s'engager collectivement sur un objectif qui est de baisser de 50% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Je dis bien collectif parce qu'en fait, tout ce qui fait la particularité de notre ambition et de notre engagement, c'est vraiment d'emmener l'ensemble des dirigeants dans cette démarche-là. Et donc, c'est vraiment, c'est pas individuellement chaque entreprise qui s'engage, mais c'est vraiment le collectif qui s'engage. Et donc, face à cette ambition qui est importante, eh bien, on a mis en place ce qu'on appelait les scénarios de la transition, c'est-à-dire 11 chantiers, parce qu'on a tous évidemment des objectifs individuels, mais on s'est dit, tiens, on va travailler collectivement sur 11 chantiers pour justement aller vers cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je peux vous citer par exemple la transition énergétique, la finance et financer et sécuriser ces réductions de gaz à effet de serre, mais aussi la mobilité, bien sûr, la réduction des plastiques, la transition alimentaire. Enfin, voilà, il y en a 11 comme ça et qui doivent contribuer à la fois via l'aspect climatique, mais aussi doivent contribuer via un observatoire avec d'autres indicateurs que les indicateurs bas carbone pour réellement mettre en place cette dynamique et cette stratégie à horizon 2030. Ok, super. Tu parlais là justement à l'instant de mobiliser l'ensemble des dirigeants au sein de ce réseau des RO. Et par rapport, du coup, une question par rapport au parcours de transition bas carbone qu'on vient de présenter, là, du coup, avec le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, l'initiative ACT avec Acte pas à pas et Acte Évaluation. Comment se positionnent actuellement les dirigeants et les entreprises de ce réseau? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en œuvre pour gagner en maturité sur le sujet climatique? Voilà, comment vous progressez collectivement sur ce sujet-là par rapport au parcours qu'on vient de présenter? Alors, en 2020, quand on a lancé ces chantiers, on a dans ces chantiers créé ce qu'on appelle l'observatoire, qui avait pour but justement de travailler sur la notation, la mesure de nos actions. Et donc aujourd'hui, on a une soixantaine d'entreprises à peu près qui ont participé dans cette première phase d'observatoire, à la fois en mesurant, en faisant ou en apportant les éléments contributifs de leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre, et puis de s'engager aussi sur ces fameux indicateurs extra-financiers, les autres indicateurs extra-financiers que l'on a créés collectivement et ensemble. L'objectif aussi par rapport à ça, c'était à la fois donc, dans ces qu'on a appelé brigade climat, c'est-à-dire la mesure de son T0, la première élaboration de son bilan de gaz à effet de serre, et bien à partir de là, de se dire comment on peut à la fois travailler sur les axes que l'on peut mettre en place, comment on peut mettre en place une stratégie par rapport à ça pour effectivement aller vers notre objectif toujours de réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 50%. Et puis, quels sont les différents éléments que l'on peut identifier comme actions concrètes pour arriver à cet objectif-là. Et donc, on a à la fois, donc, collectivement, je l'ai dit, par le scénario de la transition, mais aussi à la fois individuellement, pour un certain nombre d'entre nous, puisque 11 entreprises se sont là aussi collectivement engagées dans Acte pas à pas, donc avec évidemment l'accompagnement et le soutien de l'ADEME, pour justement écrire cette stratégie bas carbone et mettre en place les actions concrètes qui vont nous permettre, à la fois individuellement, mais aussi collectivement, d'arriver à cet objectif qu'on s'est fixé. Donc, on est dans une expérimentation, c'est une première expérimentation qu'on s'est créée là, d'à la fois se lancer dans une première promotion, on va dire, plutôt qu'une première expérimentation, une première promotion d'entreprises qui se lancent dans cette démarche.
Et du coup, une dernière petite question du coup, par rapport à cette initiative en particulier, là, sur ces 11 entreprises qui se sont engagées collectivement sur Acte Pas à Pas. Où est-ce que vous en êtes du coup actuellement sur ce projet-là? Et après, si tu es OK pour nous le dire, comment tu vois la suite aussi par rapport à Acte Pas à Pas? La première chose, c'est qu'il a fallu effectivement que ces 11 entreprises, alors pour certaines, avaient déjà calculé leur bilan de gaz à effet de serre, hein, donc elles étaient relativement avancées. Je rappelle qu'on a des entreprises qui sont de tailles différentes et qui ont une maturité différente aussi sur ces engagements. Et donc, on s'est déjà assuré qu'on avait un socle commun. On a parlé tout à l'heure de socle, qu'on ait effectivement un socle commun de connaissances, un socle commun aussi de maîtrise de notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on a créé un certain nombre de rencontres, à la fois avec des experts, mais aussi entre nous, collectivement, pour associer nos collaborateurs dans cette démarche-là. Et donc, avec à la fois l'ambition de décrire clairement quels étaient nos enjeux. On en a parlé tout à l'heure, hein, je crois que c'est une des premières phases effectivement de cette démarche d'Acte Pas à Pas, hein, donc d'écrire nos enjeux, de faire notre grille à la fois de maturité, mais aussi de prise de connaissance des différents impacts qu'on pouvait avoir et comment on pouvait à la fois gérer nos impacts directs, mais aussi nos impacts indirects. Et puis, on a eu une première rencontre ici au mois d'octobre. Alors, il faut dire que tout ça a été lancé début 2021, hein, donc évidemment, c'est assez récent, mais on a eu une première rencontre entre dirigeants ici au mois d'octobre, là pour travailler encore un peu plus sur la notion de vision et de stratégie, et de se dire qu'à partir du moment où on avait déjà fait cet état des lieux, eh bien, comment pouvait se projeter maintenant sur l'intégration de cette stratégie dans notre vision d'entreprise. Et donc, on est déjà sur une deuxième phase de ce parcours, donc, qui est un parcours de 3 années. Comment on voit les choses? Bien, plutôt positivement, parce que d'abord, les entreprises qui sont engagées, les 11 entreprises qui sont engagées dans cette démarche, et qui là encore sont vraiment des métiers différents. Ça va de la mutuelle au service informatique, en passant par l'expertise comptable, je l'ai cité évidemment, mais aussi l'ingénierie, le bâtiment, enfin voilà. Donc on a vraiment des métiers très différents, et de se dire qu'aujourd'hui, forcément, ça peut intéresser d'autres que nous, et donc au sein de DRO, on a vraiment l'intention de lancer une deuxième promotion. Pourquoi cette envie, pourquoi cette énergie? Eh bien, parce qu'on s'aperçoit que faire son bilan, mais là aussi, on l'a dit tout à l'heure, faire son bilan, c'est bien à l'instant T de le faire, il faut le faire, mais l'enjeu et la difficulté qui vient très vite après, c'est quelles sont les actions qu'on peut mener très concrètement pour avoir un impact significatif sur ce bilan de gaz à effet de serre. Donc, cette réduction des émissions et donc et cet objectif qu'on se fixe tout d'une neutralité carbone. Donc, vraiment, on est vraiment sur cette difficulté-là, et qu'on s'aperçoit que si on ne rentre pas dans cette dynamique collective d'amélioration continue, de réflexion et de mesure des actions qu'on peut avoir, eh bien, on progresse peu. Or, même si on se donne du temps, il faut quand même aller assez vite. Merci Laurent, merci. Je vous souhaite du coup beaucoup de réussite sur ce projet-là. Et puis on peut peut-être du coup, Fanny, passer... moi, j'ai déjà posé pas mal de questions, mais passer aux questions du coup des participants sur cette partie acte. Oui, tout à fait. Du coup, première question pour toi, Édouard, où c'était une petite demande de précision, notamment dans les 9 modules de notation sur acte, oui. La différence entre engagement client et engagement public. Alors, engagement client, on va vraiment travailler, on va essayer d'influencer du coup, de s'engager, de travailler avec soit le consommateur ou le client de l'entreprise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un exemple concret, c'est dans le secteur automobile. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais est-ce que l'entreprise va du coup travailler sur l'utilisation une utilisation plus sobre du coup des véhicules, ou inciter du coup à d'autres modèles d'utilisation du véhicule par le partage, etc. Ou du coup aussi de manière plus interne de travailler sur la publicité pour cibler la publicité sur des véhicules qui sont moins émetteurs, sur des véhicules électriques par exemple. Donc voilà, c'est vraiment travailler avec vers la cible consommateur ou avec la cible consommateur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
de l'entreprise. L'engagement public, ça va plutôt être du coup des prises de position sur le sujet de la transition bas carbone. Ça va être aussi participer par exemple à des groupes de travail pour essayer du coup de faire bouger les lignes, d'avancer, de progresser au sein du secteur sur le sujet de la transition bas carbone. Donc c'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'est un peu la différence entre les deux modules. Merci. Ensuite, on a eu pas mal de questions formulées de façon diverse et variée autour de la formation des consultants. Donc, à savoir qui c'est qui les forme, comment on peut accéder à ces formations, combien il y a de formations. Et puis, j'ai senti qu'il y a des consultants qui sont un petit peu pressés de pouvoir se former et apparemment, il n'y a pas beaucoup de dates de prévues. Donc, quelle était un peu la stratégie de l'ADEME sur la formation des consultants à la méthodologie ACT? Alors, tu le détailleras, Fanny, on a Oui. deux… Mais sinon, tu peux aller sur la diapo. Hein, ouais, ok, ça marche, on va le faire du coup. Sur la formation, sur la formation d'Initiative ACT, donc on a des formations pour l'initiative Acte pas à pas et également pour Acte Évaluation. On a à chaque fois deux parcours, un parcours pour les entreprises, un parcours pour les consultants. Là, je comprends que la question est plutôt pour les consultants. Donc la formation Acte pas à pas, c'est 2 jours pour ces consultants. Acte Évaluation, c'est pareil c'est 2 jours. À chaque fois, l'idée, c'est de comprendre l'approche, donc soit acte pas à pas, soit acte évaluation, de maîtriser la méthode et les outils associés et d'être en capacité d'accompagner ou d'évaluer une entreprise, que ce soit sur acte pas à pas ou acte évaluation. Toutes les formations, elles sont disponibles sur notre site, formation.adem.fr. C'est le module Climat 61 pour les consultants sur acte pas à pas et Climat 64 pour les consultants sur acte évaluation. On essaie effectivement de former les consultants qui nous le demandent. On a beaucoup de demandes actuellement sur acte pas à pas conseillé. Donc, on essaie de proposer un maximum de formations. Le rythme, c'est à peu près une formation tous les 2 mois. C'est difficile de faire plus. Et ce n'est pas encore disponible sur le site, mais ça le sera très rapidement. On va proposer un planning de formation sur les 3, 4, 6 prochains mois pour donner de la visibilité aussi sur les formations. Donc voilà, ça existe. N'hésitez pas à nous solliciter. C'est vrai que sur Acte pas à pas, il y a beaucoup de demandes, donc du coup, on est obligé de prioriser. Mais c'est l'objectif, effectivement, de former, puisqu'on voit qu'il y a une demande de la part des entreprises et donc de la part des consultants sur Acte pas à pas. Merci Edouard. Et peut-être une dernière question à Laurent. Quels sont les outils, que ce soit digitaux ou autres, que vous utilisez pour faire tout ce qui est mesure, suivi et pilotage de vos émissions? Alors, on travaille avec des consultants qui sont spécialisés sur le bilan carbone. Et donc, on est sur… alors, jusqu'à présent, moi, j'étais encore sur le scope 1, 2, 3, mais j'ai le sentiment que je suis devenu un peu has-been, puisque c'est en train d'évoluer. Donc, voilà, mais on est l'essentiel, c'est ça. Hein, c'est sur, effectivement, la méthode bilan carbone ADEME. C'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui, quoi. Merci. Et peut-être une dernière question, parce que je vois que le temps file, parce qu'elle a été reposée plusieurs fois, donc peut-être qu'il faut le réexpliquer une dernière fois. La différence entre ACT et SBT, pour toi, Edouard. Alors, SBT, on va vraiment travailler sur les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et l'alignement de ces objectifs avec les trajectoires de transition bas carbone. Donc, on se focalise sur ces objectifs, les engagements pris par les entreprises pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Je reprends peut-être rapidement, du coup, cette slide-là. Voilà. Donc, ça correspond en fait au module 1 de l'initiative ACT. Donc, retenez que le module 1 de l'initiative ACT et SBT, c'est très proche, c'est très similaire, c'est exactement la même philosophie, il y a quelques petites nuances, mais on ne va pas rentrer dans le détail, c'est vraiment presque la même chose. Et ensuite, la valeur ajoutée de ACT, la complémentarité de ACT, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale sur la question de la stratégie, en s'intéressant à ces objectifs, mais également à l'ensemble des actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs. C'est pour ça qu'on regarde les investissements matériels, immatériels, la performance des produits, le management en interne, l'engagement avec les clients, les fournisseurs, etc. Donc, c'est cet ensemble d'actions que l'entreprise va prendre pour atteindre les objectifs. Donc, la stratégie est définie au regard des objectifs,
du plan de transition et des actions entreprises dans l'initiative ACT, ce qui est complémentaire à l'initiative SBT. Merci Edouard. Bon, c'est énervant parce qu'en fait, il y a encore des questions qui arrivent, mais on va manquer de temps. Peut-être juste la dernière qui permet de faire l'ouverture et la promo vers une autre webconf du sommet, à savoir est-ce que ACT est adapté aux collectivités et sinon, est-ce qu'il existe des outils similaires pour les collectivités? Alors rapidement, du coup, il y a une réflexion du coup et un développement d'approche ACT, donc en reprenant la philosophie et les principes de ACT pour les régions. Donc c'est une initiative qui a été développée par nos collègues. Donc ça a été initié par Aude Bodiguel et maintenant repris par Gérald Lalevé. Donc ce sont nos collègues qui travaillent sur cette initiative, donc en essayant d'adapter cette philosophie d'évaluation d'une stratégie de décarbonation pour les régions en se basant sur les outils disponibles au niveau de cette cible-là. Voilà, donc c'est développé, c'est en train d'être testé. Je ne sais pas si Fanny, tu veux dire plus d'éléments sur la webconf notamment. Eh ben, j'essaye de retrouver la date, comme ça vous pourrez tous le noter, parce que je ne l'ai pas en tête. Moi non plus, je ne l'ai pas en tête. Mais du coup, il y en a une, donc il faut juste la chercher sur la stratégie bas carbone au niveau des régions. Je ne la retrouve pas, mais j'essaierai de la retrouver aussi, puis on la mettra voilà. dans la conversation. Exactement. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour les questions vu l'heure et qu'on puisse vous parler très rapidement, parce que je pense que ça peut vous intéresser de tout ce qu'on a à disposition pour vous aider, puisque là, je suis certaine que vous êtes tous convaincus et que vous êtes prêts à vous lancer dans la démarche, que ce soit au niveau du bilan GES ou de ACT pas à pas. Donc, pour ce qui est des formations, je ne vais peut-être pas revenir dessus, puisque du coup, Edouard, tu les as déjà mentionnées. Juste rappeler que du coup, il y a aussi la même chose pour les entreprises, Oui. hein, bien sûr, des modules aussi pour les entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire pour monter en compétence sur ces deux approches-là au sein de l'initiative ACT. Tout à fait. Et donc, du coup, au-delà des formations, donc là, on vous remettait à disposition un peu le coût d'une démarche ACT, que ce soit ACT PAPA ou ACT évaluation. Pardon, excusez-moi. Oui, pas de souci. Donc, il y a à chaque fois, du coup, les coûts associés à la démarche, donc la formation, hein, que ce soit de 2 jours pour ACT pas à pas ou d'une journée. Et ensuite, avec l'accompagnement pour ACT pas à pas, donc l'accompagnement d'un consultant, donc ça va dépendre évidemment hein, de vos besoins, mais on va dire qu'on est sur 30 000 € maximum de prestations, avec un engagement de système de reconnaissance qui, lui, est facultatif, à moins que vous passiez par une subvention publique, donc les subventions publiques que je vais mentionner juste après. Et pour ce qui est de ACT évaluation, donc là, on est sur une formation d'une journée, et là, le coût de l'évaluation ACT et ou de la revue critique par un consultant, on est entre 3 à 5 000 € selon la taille de l'entreprise pour l'évaluation et 2 à 3 000 € pour la revue critique. Et donc, par rapport à ces coûts-là, les aides financières que vous avez à disposition à date, donc c'est à prendre au 22 novembre 2021. Donc, sur les bilans GES, que je me suis permis de mettre exhaustif dans le sens où on est forcément sur un bilan GES scope 1, 2, 3, émissions directes et émissions indirectes. Donc, à ce jour, vous avez encore une aide sur notre dispositif tremplin pour les PME. Donc, c'est une aide qui va jusqu'à 5 000 € sur présentation d'un devis pour la réalisation d'un bilan GES. C'est une offre qui est uniquement réservée aux entreprises de moins de 100 salariés. Sinon, vous avez du coup le DIAC Décarbonation, qui est un dispositif coporté par l'ADEME et BPI France avec la collaboration de l'association Bilan Carbone également. C'est un dispositif d'aide qui est pour toutes les entreprises qui ne sont pas soumises à la réglementation bilan GES, où vous avez du coup un prix qui est fixé pour 12 jours de prestations, donc selon la taille de l'entreprise. Donc pour les entreprises inférieures à 250 salariés, vous êtes à 4 000 €. 6 000 € pour les plus grosses entreprises, sachant qu'on est vraiment sur la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre avec la co-construction du coup du plan de transition, comme l'expliquait Mathieu, avec, on va dire, une petite étape supplémentaire, donc 2 jours d'accompagnement en plus par votre bureau d'études pour vraiment mettre en place et on va dire enclencher le plan d'action sur toutes les actions qui vous engagent auprès de vos parties prenantes, donc que ce soit les salariés, les clients, les fournisseurs, etc. Donc, on est vraiment sur voilà, comment vous accompagner dans la mise en place de ces actions-là qui sont souvent les plus délicates à enclencher plutôt que de dire je vais changer toutes les ampoules. Côté ACT pas à pas et ACT évaluation, vous avez aussi une aide via le tremplin
pour les PME. Donc, c'est une subvention jusqu'à 25 000 € pour acte pas à pas, jusqu'à 4 000 € pour acte évaluation. Donc, effectivement, il faut obligatoirement passer par des consultants qui sont formés à acte. J'ai vu que c'était une question dans le chat. Et sinon, vous avez le programme volontaire qu'a présenté Édouard précédemment. Donc là, on est vraiment sur des conventions de gré à gré. Donc, il faut nous contacter pour nous dire oui, je veux participer au programme volontaire de l'ADEME. On rentre dans les systèmes d'aide classiques de l'ADEME aux entreprises. Donc là, vous avez un taux d'aide qui est différencié selon la taille de votre entreprise. Et sachant qu'il y a des actions collectives, de la même manière que ce qui a pu être fait par les dirigeants de l'Ouest, qui peut être mené pour bénéficier d'un financement. Et il y a également côté acte pas à pas, donc c'est en cours, donc la promotion pour l'instant a déjà été constituée et complète. Donc on a 15 PME industrielles qui participent à l'accélérateur décarbonation, donc qui est coporté par l'ADEME et par BPI France. Une seconde promotion verra peut-être le jour là-dessus, c'est plutôt à suivre, à rester vigilant. Je ne sais pas si tu veux dire 2 mots sur cet accélérateur-là, sur qu'est-ce qu'il y a en plus que juste, entre guillemets, juste faire du acte pas à pas. Oui, c'est un peu, entre guillemets, l'offre premium sur acte pas à pas, puisqu'en fait, du coup, c'est un accélérateur décarbonation de BPI avec l'ADEME. Donc, on va retrouver aussi l'ensemble, l'accompagnement BPI sur le parcours conseil. Donc, les entreprises vont avoir un diag 360 sur leur stratégie et un focus sur la stratégie de transition de bas carbone avec acte pas à pas. Donc, il y a ce complément-là par rapport à, on va dire, du acte pas à pas isolé. Et puis, le deuxième valeur ajoutée, c'est aussi un parcours université que propose du coup BPI pendant cet accélérateur, d'une manière générale sur les accélérateurs, pour monter en compétences, dialoguer sur les enjeux de la transition bas carbone avec les dirigeants des 15 PME industrielles. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi en plus. Donc c'est un peu l'offre premium, puisque on va mettre du acte pas à pas dans l'offre BPI sur le fait de progresser d'un point de vue global sur la stratégie de l'entreprise, avec là un focus sur la transition bas carbone. Mais donc, du coup, il y a toute l'offre BPI complémentaire par rapport à un acte pas à pas isolé. Merci, Édouard. Et du coup, il ne me reste plus qu'à tous vous remercier pour vos interventions et votre participation aujourd'hui. Désolée pour toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, mais n'hésitez pas à nous contacter et on va essayer de toute façon d'y répondre par écrit pour les dernières qui restent.